Bonjour à tous, vous regardez sur le web, merci d'être avec nous au programme aujourd'hui. Bien entendu, les campagnes en ligne autour de l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens par des terroristes palestiniens, une initiative de Google pour préserver l'art de rue et une danse avec des requins. C'est parti. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons cette émission par notre dossier du jour. Vous vous en doutez, notre dossier concerne évidemment le kidnapping des 3 adolescents israéliens. À l'heure où nous enregistrons cette émission, nous ne connaissons pas l'issue de la crise. Des opérations de l'armée israélienne sont toujours en cours pour sauver les otages. Beaucoup de rumeurs circulent. Nous allons bien entendu parler de l'aspect Internet de cette crise. Un aspect qui est très fort et dont nous avons en partie parlé au cours des éditions spéciales présentées par Jean-Charles Banoun sur notre chaîne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, regardez tout de même ce sujet pour comprendre l'état d'esprit en Israël. Tandis que les forces de sécurité israéliennes se lancent dans une opération massive en Cisjordanie, les médias s'activent d'arrache-pied. L'information a été diffusée en continu depuis vendredi après-midi, dès les premières rumeurs d'enlèvement. En titre ce soir, la crainte d'un enlèvement. Gilad Shaer, Neftali Frankel et Eyal Ifrar sont les 3 étudiants de Yeshiva disparus depuis 46 heures. Comme à l'accoutumée pour ce genre d'événement en Israël, les principales chaînes du pays émettent presque sans interruption pour couvrir la crise. Au cabinet et au gouvernement, une majorité écrasante s'oppose à tout accord éventuel. Si cela s'avère être un enlèvement, le cabinet et le gouvernement envisagent donc une opération de libération des otages. Chaque bribe d'information est immédiatement retransmise, y compris les mises au point de moindre importance, de quoi rendre ces éditions quelque peu répétitives et monotones, un flot ininterrompu destiné à satisfaire la soif insatiable des téléspectateurs israéliens pour l'information. Nous devons admettre qu'il n'y a pas beaucoup d'informations à l'heure qu'il est, 24 heures après la disparition des 3 jeunes qui étaient en route pour rentrer chez eux. Cette couverture ininterrompue soulève certaines questions, notamment sur les dangers potentiels liés au fait de laisser transparaître si ouvertement l'état d'esprit israélien. En un sens, l'état psychique d'Israël est mis à nu à la merci de ses ennemis, qui ne manquent probablement pas ces journaux télévisés. Il est d'ailleurs intéressant de comparer cette réaction à la récente libération du soldat américain Bo Bergdahl contre 5 prisonniers talibans. Une affaire pratiquement ignorée par la presse jusqu'à sa remise en liberté. En revanche, Gilad Shalit avait été libéré par le Hamas contre la libération de plus d'1 millier de prisonniers palestiniens à la suite d'une mobilisation intensive des médias. Reste à savoir si la couverture médiatique actuelle aura un impact sur le destin des 3 jeunes garçons kidnappés. Et j'accueille sur ce plateau Laura Diomel et Myriam Shermer. Bonjour à toutes les deux. Merci infiniment d'être là. Il y a énormément de pages Facebook, de campagnes en ligne liées à cet événement. On va parler avec vous, Myriam, de la campagne Bring Back Our Boys dans quelques instants. Mais tout d'abord, Laura, vous avez relevé d'autres pages Internet, d'autres campagnes, des deux côtés, israéliens et palestiniens, je crois, autour de cet événement. Voilà, alors c'est un enlèvement qui a suscité énormément de réactions sur Internet. Alors notamment en ce qui concerne les réactions israéliennes, il y a cette page Facebook qui appelle à tuer un terroriste toutes les heures. Alors on y voit les 3 jeunes à côté des terroristes palestiniens. On y lit Routfim, autrement dit... On voit à l'écran plus de 17 000 likes à l'heure actuelle. Autrement dit, ces 3 jeunes étaient enlevés, vous allez être punis en conséquence. Cette page a réuni à ce jour plus de 17 000 likes sur Facebook. Alors ceux qui l'ont créé, ils publient des photos des terroristes encore en prison ou encore en liberté et donc appellent à les éliminer. Alors la page, donc je vous le disais, a reçu plus de 17 000 likes et est donc le théâtre d'une vague d'appels à la haine et de débats sur la situation. Voilà, une page qui appelle donc à tuer un terroriste chaque heure jusqu'à la libération des jeunes et je crois à présent une pétition en ligne, c'est bien cela ? Alors on continue avec une autre action sur Internet, alors qui elle, c'est une pétition donc, qui a été lancée en ligne et qui vise à couper l'eau et l'électricité aux Palestiniens. Alors jusqu'à présent, il y a eu 79 272 signatures qui ont été réunies. Alors évidemment, ce genre d'initiative n'a pas d'incidence légale, mais ça témoigne de la violence qui règne actuellement sur la toile face à cet enlèvement. Colère. Un message cette fois un peu plus
positif, Voilà. un peu plus humain, ça se passe aux États-Unis? Alors ça se passe aux États-Unis, c'est un message donc qui vient à la suite de cette campagne Bring Back Our Girls, On va en Our parler Boys, en pardon. boys. Voilà. Et donc voilà, on note cette jeune femme, On voit la Moran, qui a tenu cette pancarte Moran Athias, très sobre à Times célèbre en Square. Israël. On y lit simplement 3 garçons ont été kidnappés avec leur nom, Eyal, Naphtali et puis Gilad. Pour évidemment attirer l'attention de la communauté internationale et des Américains sur la question. Je pense que vous nous en reparlez tout à l'heure, Myriam. On poursuit côté palestinien Alors on cette poursuit fois. côté palestinien où face à ce concert de haine, eh bien, les pages palestiniennes ne sont pas en reste. Alors regardez par exemple ces mèmes très cyniques. On y voit donc 3 en 1 évidemment qui font référence aux jeunes enlevés. Et puis voilà ce match entre la Cisjordanie et Gaza. La Cisjordanie qui a réussi à enlever 3 personnes et Gaza une seule. En Une seule qui l'occurrence était Gilad Shalit. Voilà. D'accord. Et enfin, vous terminez, je crois, avec la page Facebook du Fatah, le mouvement politique du président palestinien. Voilà, on va en terminer avec ces images qui font froid dans le dos. Elles ont été publiées sur la page Facebook du Fatah. La campagne est donc détournée. Elle demande le retour de Palestiniens. On peut y voir aussi, on va le voir, ce dessin alors on va le voir dans un instant, voilà, ce dessin qui montre 3 rois juifs attrapés à la pêche à la ligne en référence à ces 3 adolescents. Et les juifs donc représentés comme des rats, puisqu'on a vu les étoiles de David sur les rats. Je me tourne vers vous, Myriam, à présent. Donc, je disais, vous êtes lié au mouvement Bring Back Our Boys. D'abord, présentez le mouvement en quelques mots. Comment est-ce qu'il a été créé? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, le mouvement est né spontanément vendredi après-midi, vendredi soir. À partir du moment où la censure a été levée, où on a pu officiellement parler de ce qui se passait, on était au courant depuis plusieurs heures. C'est un agrégat de mouvements étudiants. C'est aussi des gens qui se sont spontanément mis à partie. Il s'agit de l'université de Haïfa, de l'université de Bar-Ilan et de l'université de Jérusalem principalement. Donc la page a été créée vendredi soir. On a tout de suite eu l'idée d'avoir ce hashtag Bring Back Our Boys qui est comme la campagne dont on parlait tout à l'heure. L'idée était de faire bien comprendre qu'à partir du moment où on enlève des enfants, des lycéens, il s'agit du même terrorisme partout au monde et qu'il n'y a pas de différence. La page a commencé à tourner vendredi. On a eu un démarrage assez lent samedi pendant Shabbat et à partir de samedi soir, ça a commencé à rouler. On est à quasiment 80 000 likes aujourd'hui. D'accord, donc vous êtes plutôt satisfait évidemment de ce mouvement qui a été repris par l'armée israélienne, qui a été repris par Moran Athias, on le disait, aux États-Unis, qui est très célèbre en Israël. Maintenant, vous savez qu'il y a une polémique autour de cette page, Myriam. Vous savez que certains critiquent l'existence de cette page. Ils estiment que ça fait monter le prix à payer pour amener les otages, ça fait monter les enchères. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes? Ce que j'ai à dire, c'est que la page est en anglais. Elle est destinée à l'étranger, à l'international. L'idée, c'est de sensibiliser et de mobiliser, de montrer ce qui se passe, ce que c'est que de vivre sous la terreur. Il ne s'agit pas du tout de faire pression sur le gouvernement israélien. La page n'est pas en hébreu. Et de toute façon, il n'y a pas de quoi faire pression puisqu'on n'est pas du tout engagé dans un processus de négociation. Nous ne sommes pas liés au gouvernement, nous ne sommes pas liés à l'armée. Il n'y a pas de contact entre nous. On est simplement là pour expliquer à l'étranger ce que c'est que de vivre cet enlèvement. Donc je ne pense pas qu'il s'agisse de faire monter les enchères. Si je puis me permettre, il y a 2 choses. Il y a effectivement la communication face à la terreur du Hamas qui est importante et en ce sens, c'est une campagne qui est réellement salutaire. Et puis, il y a la mise en danger des otages et on le sait, à chaque prise d'otage, il faut communiquer le moins possible. D'ailleurs, les médias communiquent en général le moins possible parce que plus on communique sur un otage, plus on fait monter les enchères et plus finalement on rend difficile la libération. Et là, finalement, c'est ce qui est en train de se passer parce que je pense que même si la campagne ne veut pas faire pression sur le gouvernement israélien, elle a du succès, elle existe et de fait, elle a été vue par le Hamas et d'autres. Je pense que c'est peut-être le cas pour d'autres organisations, pour d'autres endroits dans le monde, c'est vrai. Mais de toute façon, nous vivons dans une région où tout est surmédiatisé. De toute façon, quoi qu'il arrive, de toute façon, on aurait parlé dans les médias étrangers de ce qui se passe actuellement. De toute façon, la télé israélienne diffuse 24 heures sur 24. De toute façon, donc je pense pas que ce soit le fait. Et de toute façon, les visages des adolescents et leurs noms ont été diffusés assez vite et les parents sont venus parler à la presse. Donc je pense pas que ce soit une campagne Facebook qui change quelque chose par rapport à ça. Le Hamas est connu dans le monde entier, on sait qui c'est, ils n'ont pas besoin de nous pour leur faire de la pub. Si, justement, parce que maintenant que la campagne existe, le Hamas sait qu'il peut justement en jouer. C'est ça qui fait justement la campagne marche très Mais bien. dans tous les cas, même si ce jours, n'avait pas été des étudiants israéliens, dans tous les cas, le Hamas oui, aurait cherché à faire parler de
parler de lui. Le Hamas aurait pensé qu'il aurait pu négocier peut-être de façon plus secrète mais avec le Hamas ne négocie israélien. pas. Pour l'instant, ça fait 3 jours. Il n'y a même pas de revendication officielle pour l'instant. C'est ça aussi, les problèmes de cette campagne, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais pour défendre la page, il y a quelque chose d'important aussi, c'est que quand on voit les médias internationaux qui sont tus ou qui ont très mal parlé de l'affaire, l'avantage qu'il y a eu cette campagne, c'est que les journaux internationaux ont commencé à en parler convenablement, justement parce qu'il y a une mobilisation sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai que dans ce sens-là, c'est une campagne qui est extrêmement positive parce qu'elle montre réellement ce qui se passe sur le terrain en Israël et ce qui peut arriver à des jeunes, à tout un chacun qui veulent simplement rentrer chez eux. Donc, de ce sens-là, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est finalement... Est-ce qu'on sert vraiment la cause de ces jeunes? Et sur ce point, franchement, je suis pas sûre. Mais on n'est pas là pour servir la cause de ces jeunes, parce que les forces de l'ordre et le gouvernement sont là pour ça. Nous, on est juste là pour faire un effort de communication. On rend beaucoup plus difficile leur tâche. Mais je pense vraiment pas qu'une page Facebook rende difficile la tâche des forces de l'ordre. Je voudrais poser une question à vous deux, simplement peut-être pour interrompre ce débat. Il y a un vrai problème autour de cette affaire, c'est aussi les rumeurs sur Internet. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Vous avez dit, vous-même, vous avez attendu que ça soit autorisé à publication pour faire la page, et je vous en félicite. Mais il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur WhatsApp. À l'heure actuelle, vous savez très bien, on sait tous les trois à quoi je fais allusion. On reçoit des messages sur WhatsApp, des rumeurs assez folles. Avant même d'entrer dans ce plateau, on en parlait, on entendait des suppositions sur le sort des otages. On n'en parlera pas évidemment. Le porte-parole de Tsahal a été obligé de prendre la parole 2 fois. Une fois vendredi, une fois lundi, pour demander à la presse d'arrêter de colporter des rumeurs et pour demander à la population d'arrêter de croire ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut gérer ce problème ? Je pense que c'est un problème qui dépasse de très très loin la situation actuelle. C'est un problème tout court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus les médias qui mènent la danse. Je suis désolée de le dire ici, mais c'est les réseaux sociaux. Je veux dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va d'abord sur les réseaux sociaux pour avoir une information. On a eu, je sais pas moi, Ben Laden qui a été rapporté sur Twitter. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et ça dépasse de beaucoup la campagne actuelle. Est-ce que vous pensez que l'armée a fait une erreur ? L'armée qui a voulu cacher l'événement pendant très longtemps, alors que le kidnapping a eu lieu vers 22h jeudi soir. On l'a appris officiellement que vendredi 15h, 16h, parce que l'armée a mis un embargo total sur le sujet. Est-ce que vous pensez que l'armée aurait dû briser le silence plus tôt ? L'armée, elle a respecté simplement les consignes de sécurité qu'elle respecte en général dans ce type de situation. Elle a agi de façon tout à fait normale. Alors après, elle a été dépassée par les événements, elle a été obligée de communiquer, ça c'est autre chose, parce que justement, il y a eu une telle vague de réactions sur Internet que l'armée n'a pas eu d'autre choix que de communiquer. Ça sera le mot de la fin pour ça. Myriam, peut-être un dernier mot sur l'avenir de la campagne ? Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils rentrent à la maison. Donc pour l'instant, nous, on est juste là pour sensibiliser l'opinion. On fait au pas à pas, heure par heure, on voit ce qui se passe. Merci beaucoup, Myriam Chabar, d'avoir été avec nous. Merci, Laurent. On va continuer cette émission sur le reste de l'actualité internationale avec l'Irak. Vous le savez, les forces de sécurité font face à une insurrection islamiste. Et c'est dans ce contexte que le ministre irakien des Communications a décidé de bloquer l'accès à une série de réseaux sociaux. A priori, c'est pour empêcher les organisations terroristes de diffuser leur propagande. Facebook a rapidement fait part de son inquiétude en condamnant cette censure. Un porte-parole de YouTube a également affirmé que des blocages du site avaient été signalés dans le pays et qu'il ne s'agissait pas d'un problème technique au sein des services de YouTube, mais bien d'une décision du gouvernement. Le ministère de la des Communications a de son côté affirmé sur Facebook que la raison de la coupure était des travaux de maintenance. Impossible évidemment de savoir ce qu'il en est réellement. Allez, sur un sujet bien plus léger, Google n'en finira pas de nous impressionner. Le géant Internet a lancé le 10 juin dernier, via son institut culturel, une plateforme qui doit répertorier les œuvres de street art du monde entier. Ça s'appelle le Street Art Project. Des experts de 15 pays ont collaboré avec Google pour proposer plus de 5000 images d'œuvres et 100 expositions qui racontent les temps forts du street art. Vous pouvez retrouver les œuvres par plusieurs biais, notamment via la célèbre carte Google Maps qui vous permet de choisir le pays et les villes que vous souhaitez explorer. Regardez à quoi ça ressemble. In this mural, I'm going to create basically 24 strips of blue to represent like an endless day. The nature of street art is to be ephemeral. It's absolutely amazing that through technology we are able to document everything. So street has become a giant museum, an open gallery for everybody. I hope when people see this mural, they will feel a sensation of peace and they would just stop, take 2 minutes and be calm and hopefully get inspired to go and create some things themselves. Art only exists when it's being shared.
Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. Notre œil du net nous mène en Australie où une femme est allée danser au milieu des requins sans aucune protection pour protester contre l'abattage des requins à l'échelle mondiale. C'est assez fou. To my enemy, I'll win this war without a fight. With 1,000 kisses, I'll surrender. Alors là, ça me dépasse complètement. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère qu'on se retrouvera demain à même heure, même endroit pour de nouvelles informations en provenance du net et pour de meilleures informations en provenance du net. Bye, vous manquez déjà.